Bien, on va y aller. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus à cette table ronde autour de la question des prud'hommes. Je vais faire une rapide introduction. D'abord pour remercier le TED des Célestins de nous accueillir une fois de plus, une saison de plus, c'est la 3e saison de ce projet. Et une saison à l'issue de laquelle on va jouer le spectacle La Révolte des Canuts dans cette salle, fin juin, en fin de saison. C'est une saison qu'on commence plus tard que les précédentes, parce que c'est une sorte de saison bonus qu'on a décidé en cours d'année dernière. Donc on peut dire qu'aujourd'hui c'est un peu la reprise du projet, la reprise d'un processus qui va nous conduire aux présentations de juin. On a la chance de jouer avec derrière nous la scène du spectacle de Julie Deliquet qui joue jusqu'à demain. Un petit mot là-dessus, c'est un spectacle absolument magnifique et je vous invite, si vous le souhaitez, à y aller ce soir ou demain. Les théâtres ne remplissent pas en ce moment et c'est bien de continuer à aller au théâtre, de reprendre des habitudes d'aller au théâtre. Merci aussi à l'Opéra de Lyon et au collectif X et à l'Art Communal qui portent ce projet. Donc, ce projet, il s'agissait de créer une pièce sur l'histoire des Canuts. La pièce s'appelle La Révolte des Canuts et en réalité, il n'est pas tant question de révolte que de ce qui s'est passé pour les Canuts entre leurs deux révoltes. La pièce se déroule entre 1831 et 1834, ce sont les deux dates des révoltes des Canuts qui sont très connues. Et si on a situé la pièce dans cette période-là, c'est une période qui est très documentée par les Canuts eux-mêmes. On a beaucoup de journaux ouvriers que les Canuts ont rédigés et qui nous renseignent sur leurs espoirs, la manière dont ils espéraient améliorer les usages de la fabrique. Et à lire ces journaux, on s'est progressivement rendu compte que ce qui devait être le sujet de notre pièce, c'était deux institutions que les ouvriers ont investies et dont ils ont espéré faire des biens communs aptes à améliorer leurs conditions, qui sont d'une part ce fameux journal, ce journal ouvrier, et d'autre part le Conseil des prud'hommes. Le Conseil des prud'hommes, qui existait depuis 1806, mais qui, à l'issue de la révolte de 1831, a fait l'objet d'une réforme demandée par les ouvriers, pour que les ouvriers soient mieux représentés. Alors, il n'était pas pour autant très bien, c'était un conseil des prud'hommes qui n'était pas paritaire, où les négociants étaient plus nombreux que les ouvriers, que les canuts. Pour autant, ils ont essayé de faire en sorte que ce conseil des prud'hommes puisse faciliter l'instauration d'une jurisprudence qui faciliterait les rapports entre négociants et canuts et les objectiverait en quelque sorte. La pièce qu'on a écrite l'année dernière et qu'on a jouée une première fois l'année dernière et qu'on rejouera en fin de saison s'attache beaucoup à cette question du conseil des prud'hommes. Qu'est-ce qui s'y joue exactement, comment faire un levier pour améliorer la condition des ouvriers. Et voilà, on saisit une institution à son commencement. Et avec Sabine, qui organise tout le cycle de conférences depuis 2 ans déjà, depuis 2 ans et demi, on s'est dit que ce qui était bien pour commencer cette nouvelle année, c'était justement de se poser la question des prud'hommes et de se la poser peut-être aujourd'hui. Voilà, donc je vais te laisser introduire la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous les classes. C'est trop bien de vous trouver, c'est très agréable de repartir sur cette saison. Et effectivement, on s'est dit que c'était intéressant de commencer cette année avec la question des prud'hommes contemporains. Et c'est la raison pour laquelle on a réuni autour de cette table ronde 3 personnes. Donc on est très heureux d'accueillir Cécile Nicot, ici, qui est enseignante-chercheuse en droit, qui est maîtresse de conférence en droit privé à Lyon 2, et qui est spécialiste du droit du travail, et par ailleurs qui intervient dans une institution assez intéressante qui s'appelle l'Institut de formation syndicale, l'IFS, qui est une institution rattachée à l'université et qui est chargée d'assurer une mission de formation et de recherche en sciences sociales, de formation, enfin notamment qui intervient dans la formation de militants syndicaux et de militants syndicaux qui interviennent eux-mêmes en tant que défenseurs au prud'homme. Défenseur syndical au prud'homme. Donc Cécile Nicot est là. On accueille également Lucie Davy, qui elle est avocate au barreau de Lyon, qui est avocate en droit privé social et spécialiste en droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de la protection sociale. Ça, un jour, je m'en vais savoir si. Et elle intervient dans la défense des salariés au Conseil des prud'hommes, mais uniquement dans la défense des salariés. Et vous êtes par ailleurs membre du syndicat des avocats de France. Enfin,
on a réuni aussi ici Didier Goncalves, qui lui est défenseur syndical à Solidaire Rhône. Notamment, il y a l'animateur syndical par ailleurs aussi, les salariés du syndicat Solidaire. C'est ça. Donc les missions dépassent le cadre de la défense syndicale, on va dire, l'appui aux sections syndicales émergentes. Très bien. Très bien. Des pressions techniques, si les gens vous entendent, mais comme c'est enregistré, c'est bien de prendre le micro même quand Et donc, c'est en votre qualité de défenseur syndical qu'on vous a invité. Alors, un défenseur syndical, c'est quelqu'un qui est chargé d'assister ou de représenter un salarié dans le cadre de ses démarches contentieuses, notamment au prud'homme. Et c'est la raison pour laquelle on a fait. Alors, pour introduire un peu cette conférence-ci, à la suite de ce que tu disais, François, effectivement, les Échos de la Fabrique ou la Révolte des Canuts, c'est un processus de création théâtrale participatif au long cours, mais c'est aussi un processus de réflexion sur le monde du travail. Le monde du travail dans la première moitié du XIXe siècle, mais aussi, et peut-être surtout, le monde du travail contemporain. Sans doute que une des grandes questions qui s'est posée, qui se pose encore au cours de dans le cadre de ce processus, c'est regarder le XIXe à partir de notre présent. Et clairement, la pièce qui a donc été écrite, qui existe désormais, il s'est trouvé qu'elle a donné un rôle central au Conseil des prud'hommes, en ce que, finalement, en s'inscrivant dans l'entre-deux révolte des Canuts, entre 31 et 34, on est au moment de cette réforme, cette mini-réforme de 1832, qui est une réforme qui était très attendue par les insurgés de 31 et qui est en fait très décevante. Comme tu le disais, la réforme n'instaure pas la parité entre les négociants et les chefs d'atelier. Si elle augmente le nombre de prud'hommes, il n'empêche que les négociants conservent la majorité. Et en outre, il y a un autre gros point, c'est que finalement, je cherche pardon, les compagnons, ceux qui sont finalement les ouvriers au sens le plus strict, ne sont pas représentés dans ce Conseil des prud'hommes de 1832. Donc, dans cette pièce, finalement, on a senti, ou on a essayé sans doute de donner à la fois l'espoir et les déconvenus ressentis par les Canuts face à cette réforme de 1832. Alors, désormais, l'institution des prud'hommes, elle a profondément changé, elle est paritaire, et Cécile Nicot se chargera de nous faire un bref historique de cette institution. Et il est clair que tout au long du XXe siècle, en tout cas, l'institution des prud'hommes a participé à construire un droit social du travail, a participé à construire une forme d'égalité dans le rapport de force, ce que les Canuts attendaient de cette réforme. Mais les prud'hommes contemporains sont actuellement l'objet de nombreuses réformes, de nombreuses modifications. La réforme de la carte judiciaire a diminué le nombre de conseils. Les lois travail sous la présidence de François Hollande et les ordonnances dites Macron ont modifié des choses dans les modalités de recours au prud'homme. Ce qui fait que c'était intéressant pour nous de réunir différents acteurs qui interviennent dans les prud'hommes contemporains. Alors, c'est évidemment pas représentatif de l'ensemble des acteurs, mais pour qu'ils nous disent actuellement ce qui se passe au prud'homme, qui y recourt, dans quelles conditions et quel est l'avenir de cette institution-là. Donc on s'est dit, peut-être un petit peu arbitrairement, qu'on allait commencer par donner la parole à Cécile Nicot pour un bref tableau historique et du fonctionnement des prud'hommes actuels. Merci. Merci beaucoup Sabine, merci beaucoup François pour l'invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec vous et de contribuer très modestement un petit peu aux actions qui entourent ce magnifique projet que vous menez, qui est vraiment super. Alors, la demande qui m'était faite, c'était de faire un peu un tour d'horizon des grandes questions qui aujourd'hui traversent l'institution prud'homale, de faire un point aussi sur ce qu'elle est,
hein, la manière dont elle fonctionne à grands traits. Alors, ça a été dit, je suis juriste, je suis enseignante en droit, mais je peux vous faire un cours de droit, ce serait fort ennuyeux, c'est pas du tout le lieu. C'est peut-être essayer de voir un petit peu d'où on est parti, où on est aujourd'hui et quels sont un petit peu les défis ou les contraintes qui pèsent quelque part sur cette institution aujourd'hui. Alors, ça a été dit, le Conseil de prud'homme, c'est une institution ancienne, puisqu'il a été créé par Napoléon en 1806, et le premier Conseil de prud'homme a été créé à Lyon. Il a été créé à Lyon, et dès le départ, il était envisagé qu'il soit généralisé sur l'ensemble de l'Empire. Et à l'origine, c'est la Chambre de commerce de la ville de Lyon qui voulait aussi pouvoir bénéficier d'un espace de règlement des conflits qui soit facilement accessible, qui soit simple et puis surtout qui échappe à un contrôle étatique. Et quand on lit le texte de la loi de 1806, il apparaît que le Conseil de prud'homme de l'époque doit à la fois réglementer la profession, évidemment, l'industrie de la soie, réglementer la profession, et puis aussi régler les petits différends qui s'élèvent journellement. C'est une institution vers laquelle on peut se présenter spontanément. Le bureau de conciliation est ouvert tous les jours et les parties peuvent venir et présenter leurs différends et pour voir comment il peut être réglé. Et il semblerait, à lire les travaux des historiens sur le sujet, que cette conciliation finalement aboutit souvent sans qu'on sache vraiment sur quel ressort elle aboutit. Est-ce que ça aboutit parce que les intérêts des uns des autres sont satisfaits? Est-ce que ça aboutit parce que l'un a eu peur d'autres risques s'il n'acceptait pas de concilier? On ne sait pas. Mais on retrouve déjà là l'un des traits qui reste aujourd'hui un des traits caractéristiques du Conseil de prud'homme, à savoir que ça reste une juridiction devant laquelle, en principe, dans un premier temps, on doit chercher une conciliation. Mais là, on a aussi beaucoup changé, mais je ne m'avance pas plus sur ce sujet. Et ce conseil, à l'époque, et ça a été déjà souligné, fait la part belle, finalement, à la partie patronale dans la relation de travail. Le Conseil de prud'homme à l'origine n'est pas paritaire. Ce sont les fabricants et les chefs d'atelier qui y siègent, et les ouvriers n'y sont pas présents. Et évidemment, des doutes sont exprimés sur son impartialité. Et la parité, il a quand même fallu attendre longtemps pour qu'elle soit véritablement acquise, parce qu'il y a eu un premier pas vers la parité en 1948, mais elle est complète à partir de 1880. 1880. Et à partir de là, vraiment, le Conseil de prud'homme devient lieu de règlement par des employeurs et des salariés des conflits. Des relations de travail. Les conseillers donc, sont élus. On dit élus par leur pairs. Les conseillers employeurs sont élus par les employeurs. Les conseillers salariés sont élus par les collèges de salariés. Et ils ont aussi une connaissance du métier. Il y a vraiment aussi cette idée que ce sont aussi ceux qui connaissent le métier, le travail, le secteur, qui sont à même de porter une appréciation sur la manière de trancher. Et à l'origine aussi, on tranche aussi au regard de principes d'équité. Alors évidemment, au fur et à mesure que le droit du travail se développe, se construit, s'enrichit de nouvelles règles qui sont adoptées au niveau de l'État, la fonction qui est assignée aux conseillers prud'homme va évoluer. Parce que les conseillers doivent petit à petit prendre en charge le règlement de ces litiges, non plus en équité, mais au regard d'un ensemble de règles de droit qu'on va trouver issues des lois. Donc après, ça sera codifié dans le Code du travail, mais aussi des règles de droit qui sont élaborées par les organisations syndicales et patronales, principalement au niveau des branches à l'origine, dans des conventions collectives de branches qu'ils connaissent. Et forcément, la fonction aussi qui est celle assignée au Conseil de prud'homme évolue du fait aussi de cette référence au droit. Alors,
Aujourd'hui, le Conseil de prud'homme, au travers de quelques traits généraux. Alors c'est, je pense, quand même une juridiction particulière au sein de l'ensemble des juridictions de première instance. Lorsque je parle des juridictions de première instance, je parle de l'ensemble des juridictions vers lesquelles les plaideurs doivent se tourner en premier lieu, étant entendu que le système juridictionnel permet au plaideur qui n'a pas été satisfait de la décision rendue en première instance de demander que l'affaire soit rejugée une deuxième fois. Donc là, on est en appel. Et éventuellement, s'il considère que l'arrêt rendu par la Cour d'appel n'est pas satisfaisant au regard du droit, d'engager un pourvoi devant la Cour de cassation pour que celle-ci se prononce sur la rectitude ou pas, je fais simple, la rectitude ou pas au droit de la décision rendue en appel. Alors, au sein de ces juridictions de première instance, je le disais, le Conseil de prud'homme a une place particulière. Et peut-être évoquer cette place particulière au travers de 4 grands points. Tout d'abord, c'est une juridiction dont la compétence est limitée à certains types de litiges, y compris dans le cadre des relations de travail. Le Conseil de prud'homme n'est pas le juge de tous les conflits, et ils sont nombreux qui surviennent dans le cadre des relations de travail. Il est le juge qui est compétent pour certains de ces conflits seulement, ceux qui concernent l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail. Et donc, tout le champ des litiges que l'on dit collectifs, parce qu'ils ont pour objet la détermination de droits collectifs, le fonctionnement des instances représentatives dans les entreprises, l'interprétation des conventions collectives, ce genre de choses, les litiges collectifs échappent au Conseil de prud'homme. Ils sont jugés par des tribunaux judiciaires, juridictions de droit commun. Alors, ces litiges qui ressortent à la compétence du Conseil de prud'homme donc, ont un caractère tout particulier. Il s'agit de litiges concernant l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail. Et le contrat de travail, c'est un contrat particulier. C'est un contrat particulier parce que c'est un contrat qui est marqué par l'existence d'un lien de subordination, on parle du lien de subordination juridique. Le salarié, lorsqu'il conclut un contrat de travail, accepte de se placer sous la subordination de l'employeur. Et l'employeur détient un pouvoir de direction. Et ce pouvoir de direction lui permet de donner des directives quant à l'exécution du travail, de contrôler l'exécution du travail et éventuellement de sanctionner si des fautes ou des manquements peuvent être reprochés aux salariés. Alors, évidemment, ce contexte-là conduit à ce que l'employeur dispose de ce qu'on appelle parfois un privilège, à savoir le privilège du préalable. Il a en premier lieu le pouvoir de prendre des décisions. Et le salarié va être en situation de recevoir les décisions que l'employeur prend et il va pouvoir contester, discuter, mettre en opposition les décisions qui sont prises le concernant avec un ensemble de règles et, le cas échéant, porter le différend devant le juge qui sera le Conseil de prud'homme. Et ce contexte particulier explique que quasiment toutes les actions devant le Conseil de prud'homme sont des actions qui sont engagées par les salariés. C'est systématiquement le salarié qui est demandeur devant le Conseil de prud'homme à plus de 90%, je crois qu'on est autour de 97% des actions. Mais c'est contextuel, c'est lié à la typicité particulière de la relation de travail. Et paramètre supplémentaire, ces actions sont généralement engagées une fois que le contrat de travail est rompu. Nul n'est besoin d'expliquer vraiment pourquoi, très délicat d'engager une action en justice contre celui qui est son employeur tant qu'on est en situation d'emploi. Ça reste des situations qui sont des relations de travail subordonnées. Deuxième point, ce Conseil de prud'homme, c'est une juridiction paritaire. Oui, paritaire. C'est-à-dire que dans toutes les formations du Conseil de prud'homme, que ce soit en conciliation, en référé pour obtenir rapidement une décision, ou lorsqu'il s'agit des formations de jugement, en principe, on est toujours paritaire, soit siégeront un conseiller employeur, un conseiller salarié, ou deux. Ce paritarisme dans les formations conduit à un risque
C'est un risque qui est inévitable lorsqu'on veut faire trancher une situation par une assemblée composée d'un nombre pair de personnes, c'est le risque d'un partage des voix. Si la situation de partage des voix se rencontre, eh bien, il est prévu que l'affaire sera rejugée, mais cette fois en présence d'un juge, qui est un juge des partiteurs. Et donc, c'est un magistrat professionnel du tribunal judiciaire qui vient siéger avec les conseillers, et à 5, nécessairement une majorité va se dégager. Alors, troisième point. Le Conseil de prud'homme reste une juridiction conciliatrice. Bon. En principe, j'y vais en principe parce que il y a toujours des petites situations particulières, mais en principe, l'affaire doit être dans un premier temps portée devant un bureau de conciliation qui, depuis la réforme de 2016, est devenu bureau de conciliation et d'orientation. On lui a assigné des missions complémentaires. Et la conciliation préalable n'aboutit pas nécessairement à une conciliation effective. Le taux de conciliation, je ne l'ai pas en tête, n'est pas forcément très élevé. Bien souvent, si un arrangement a pu être trouvé, il a pu aussi être trouvé en marge de la saisine du Conseil de prud'homme. Mais en tout cas, c'est aussi un moment qui est important dans la procédure, parce que c'est un moment aussi où un certain nombre de choses peuvent être discutées et un certain nombre d'échanges peuvent avoir lieu. Et pour la construction aussi de la poursuite du procès, ça reste une étape importante. Quatrième point. Les magistrats devant le Conseil de prud'homme ne sont pas des magistrats professionnels. Ils sont des magistrats, ils ne sont pas professionnels. Donc, il s'agit d'employeurs et de salariés qui, à l'origine, étaient élus pour 5 ans, mais qui, depuis 2018, ne sont plus élus, puisque cette élection a été remplacée par un processus de désignation des conseillers. Alors, ils sont désignés par le ministre du Travail et le ministre de la Justice sur proposition par les organisations syndicales et les organisations patronales. Donc, il y a un système de répartition des sièges au sein de chaque conseil de prud'homme entre les différentes organisations syndicales pour les sièges des conseils salariés, entre les organisations patronales, et ensuite, chacune des organisations propose à la désignation des futurs conseillers prud'hommes. Ce qui veut dire que, alors sur ce point, ça ne change pas forcément avec l'élection, mais les conseillers prud'hommes ont une étiquette syndicale, une étiquette d'une organisation patronale. Ça ne change pas forcément grand-chose sur ce point-là par rapport à la situation antérieure, parce qu'on avait auparavant une élection, mais une élection à partir de listes qui étaient elles aussi portées par les organisations syndicales ou patronales. Ce qui est important quand même à noter là, c'est que le processus de désignation modifie quelque part la légitimité, la source de la légitimité de ces conseillers. C'est-à-dire que la source de la légitimité ne peut plus s'appuyer sur ce processus électoral, même s'il y avait des critiques qui étaient apportées sur ce processus électoral, en particulier au regard d'un faible taux de participation. Bon. Mais ce constat aussi d'une étiquette syndicale et étiquette patronale pour les conseillers explique également un certain nombre d'éléments concernant le fonctionnement de l'institution. Ça peut aussi guider une partie de l'activité lors des audiences, lors des processus de délibéré, y compris lors des instances ou des moments où se prennent des décisions sur le fonctionnement de l'institution, la répartition des présidences entre les sections, des vice-présidences. Il y a aussi des enjeux particuliers qui se jouent. Et ces conseillers prud'hommes sont, je le disais tout à l'heure, tenus de trancher des affaires qui leur sont soumises au regard du droit. Et il y a une attente qui s'exprime à leur égard sur ce point-là aussi. Une attente par les justiciables, une attente peut-être aussi
par des professionnels du droit. Et les décisions, je le disais tout à l'heure, du Conseil de prud'homme peuvent faire l'objet de recours devant les cours d'appel. Au sein des cours d'appel siègent des magistrats professionnels. D'accord ? Et le taux d'appel des décisions prud'homales est relativement élevé. Je parle du taux d'appel. Les recours qui sont faits contre les décisions dans les cours d'appel sont relativement nombreux. Mais le taux de réformation des décisions rendues par les conseillers prud'hommes, c'est-à-dire les situations dans lesquelles la cour d'appel considère que sur un point ou plusieurs, la décision du conseil de prud'homme n'est pas satisfaisante, n'est pas si important que ça. Et cette situation donc, de conseillers prud'hommes désignés sur proposition des organisations syndicales, et donc non professionnelles, mais aussi en question comme enjeu, la formation des conseillers. Ils doivent être formés, au droit du travail qui va s'appliquer aux litiges qu'ils auront à trancher, mais aussi à la procédure prud'homale. Et ces enjeux de formation sont aussi aujourd'hui assez présents dans les discours qui accompagnent toutes les discussions autour de l'évolution de la justice prud'homale. Donc aujourd'hui, il y a un système d'une formation initiale obligatoire, en partie aussi à distance et pilotée par l'École nationale de la magistrature, et puis des formations complémentaires qui sont réalisées par des organismes agréés, qu'il s'agisse d'organismes propres à certaines organisations syndicales ou et en complément des organismes comme l'Institut dont je m'occupe qui est intégré au sein de l'université. Alors, pour terminer, quelques enjeux quand même aujourd'hui auxquels sont confrontés les conseils de prud'homme. Le conseil de prud'homme, c'est une juridiction parmi les autres, et en tant que tel, il n'échappe pas à une observation fine des pratiques, une évaluation des résultats qui sont produits par cette juridiction. Et il n'échappe pas non plus à tout ce qui accompagne le discours visant à améliorer le fonctionnement de la justice, améliorer le fonctionnement de la justice au regard de critères d'évaluation qui sont posés et qui sont généralement doubles, le stock d'affaires en cours et le délai pour rendre un jugement. En gros, l'idée c'est qu'une justice qui fonctionne bien, c'est une justice qui fonctionne vite et qui n'a pas de stock d'affaires en retard. Bon. L'intérêt du justiciable tel qu'il est mis en avant, c'est d'obtenir rapidement une décision. De là, un certain nombre de réformes récentes. Des réformes qui ont pu concerner le fonctionnement même du Conseil de prud'homme et même la procédure prud'homale. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, ça sera peut-être évoqué plus tard. Et puis aussi des réformes qui sont des réformes du droit du travail. Mais des réformes du droit du travail qui ont une incidence sur l'activité des conseils de prud'homme. Et on observe ce qu'on appelle un mouvement de déjuridicisation de la rupture du contrat de travail. On veut sécuriser les ruptures du contrat de travail. Et le recours au juge est toujours vu comme une situation génératrice d'incertitude. On ne sait pas quelle sera l'issue, et cette issue peut être plus ou moins lointaine. Alors de là, des réformes qui, de manière plus ou moins ouverte, contribuent ou visent, ou au moins contribuent, à limiter le recours au juge. Alors, sous plusieurs formes. En facilitant des ruptures convenues du contrat de travail. Si le contrat de travail est rompu d'un commun accord, les possibles contentieux à suivre seront moins nombreux que s'il est rompu unilatéralement par l'employeur. L'idée, c'est de favoriser des modes de rupture qui ne sont pas des licenciements. Et la création de la rupture conventionnelle en 2008 a quand même contribué à permettre des ruptures dans des proportions importantes. Il y a beaucoup de ruptures conventionnelles qui sont conclues chaque année et des ruptures conventionnelles qui donnent lieu à très peu finalement de contentieux. La deuxième voie,
ça a été des réformes qui ont conduit à restreindre le pouvoir d'appréciation du juge, ou l'étendue du contrôle du juge, notamment en cas de licenciement. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais il y a l'exemple des motifs économiques de licenciement. Est-ce que le licenciement a un motif économique? Est-ce que ce motif économique existe? Est-ce qu'il est suffisamment sérieux? Bien, le législateur, avec la loi travail, a défini des critères objectifs qui permettent de dire que là, on a bien un motif économique. Si le pourcentage, enfin le nombre de ventes, le chiffre d'affaires est en diminution pendant X trimestres consécutifs en fonction de la taille de l'entreprise, il y a un motif économique. Et donc le juge est privé d'un pouvoir d'appréciation. Et puis aussi, tenter de déterminer a priori le coût des licenciements. Alors, déterminer a priori le coût des licenciements, ça sécurise parce qu'on peut anticiper. Et donc, on peut inscrire aussi des processus de rupture du contrat de travail dans une perspective qui est bien gérée, qui peut être maîtrisée au plan financier et puis peut-être aussi au plan temporel. Et c'est l'objet là des fameux barèmes d'indemnisation des ordonnances Macron de 2017 qui fixent une fourchette d'indemnisation en cas de licenciement injustifié, avec des barèmes qui peuvent être dissuasifs parce qu'ils aboutissent à des montants d'indemnisation envisageables qui peuvent être assez limités et qui peuvent amener à s'interroger sur l'opportunité d'une action en justice. Une action, ça coûte, c'est une charge, hein, c'est pas anodin. Et si la perspective d'indemnisation est limitée, eh bien forcément, on hésite davantage. Alors, mine de rien, ces réformes ont conduit à ce que, regarde les dernières données, les demandes déposées devant les conseils de prud'homme ont diminué fortement. Entre 2015 et 2020, entre 2015 et 2020, c'est une période très courte, on est sur 5 ans, on est à moins 44%. Donc, c'est conséquent. Alors 2015-2020, il y a peut-être aussi un impact, au moins en partie, de la crise sanitaire, mais moins 44%, c'est quand même consécutif. Alors, ces réformes, elles bousculent, bien comme ça. Elles bousculent aussi quelque part l'institution prud'homale. Elles peuvent aussi mettre en avant une forme de capacité de résistance. Je parlais des barèmes Macron, j'ai terminé avec ce point, mais on voit bien que ces barèmes sont l'objet de résistance au sein des conseils de prud'homme qui se saisissent parfois de possibilités argumentatives au plan du droit qui peuvent conduire à les mettre à l'écart dès lors que l'application des barèmes ne permet pas une réparation du préjudice subi par les salariés. Et donc, il y a quand même encore cette capacité de résistance qui s'exprime, et on voit, il y a quand même des décisions du Conseil de prud'homme assez nombreuses qui font fi des barèmes et qui décident de s'en écarter. Et donc là aussi, c'est un enjeu de rapport au droit, de rapport à la règle et de rapport à la discussion de la règle, au regard de logiques argumentatives qui permettent de mobiliser d'autres textes. Bon. Je vous remercie de votre attention, j'espère que j'ai été tout. Merci beaucoup Cécile, merci. Je me rends compte qu'on n'a pas fait de petits points sur la façon dont la salle pourrait éventuellement intervenir. Si jamais il y a des questions, je vous vois vraiment très mal, mais on peut faire circuler des micros. Et si vous en êtes d'accord, on peut se dire que si question il y a au cours d'un développement, levez la main et puis on vous donnera un micro pour le passer. De toute façon, on conservera un petit temps sur la forme. C'est assez long pour vos questions. Si vous voulez réagir dans l'immédiat, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai pas tant de questions là dans l'immédiat que, en fait, l'envie finalement, Lucie, de te faire réagir quasiment sur ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire à la fois l'effet des réformes sur le nombre de recours, peut-être le type de recours, et puis aussi l'éventualité d'une résistance des prud'hommes face à ces réformes, si ça te convient. Oui, ça me convient bien, surtout que c'est vrai que tu as bien fait
le tour de la situation des prud'hommes. Donc finalement, sur le, j'ai pas, à part sur les pratico-pratiques, j'ai pas tant de choses à rajouter sur ce qui a été dit et ce qui a été présenté, puisque en effet le nombre de contentieux devant le Conseil de prud'hommes a grandement diminué depuis de nombreuses années. Alors moi j'ai une expérience en contentieux prud'homal de 10 ans, puisque je suis dans ma 11e année d'exercice, donc j'ai pu voir de mon expérience professionnelle cette chute du contentieux prud'homal qui a commencé effectivement par la possibilité d'organiser des ruptures conventionnelles, et puis par la complexification de la procédure aussi, et puis enfin par comme tu disais, par l'enjeu financier, qui fait qu'aujourd'hui le contentieux prud'homal, on peut dire que c'est devenu un contentieux, un certain type de contentieux qui est réservé à des justiciables qui ont plutôt les moyens intellectuels et financiers pour se défendre devant cette juridiction. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur la création des conseils de prud'hommes. L'objectif, c'était d'investir cette juridiction pour en faire un lieu de bien commun, et puis aussi pour en faire un lieu pour régler les petits différends journaliers. Et aujourd'hui, le conseil de prud'hommes, c'est évidemment un conseil de prud'hommes qui est très éloigné de l'idée de départ, puisque même la volonté d'être simple dans la saisine et le fait de pouvoir s'y présenter tout seul simplement, ce n'est plus possible aujourd'hui, puisque la saisine du conseil de prud'hommes, elle se fait obligatoirement par une requête que le justiciable peut télécharger sur Internet. Donc il y a soi-disant une facilitation de la saisine si on désire ne pas passer par un défenseur syndical ou par un avocat, mais si on imprime ce document, on a tout de suite 7 pages à remplir. Et c'est vrai qu'un justiciable qui se présente tout seul dans le conseil de prud'hommes peut être rebuté tout de suite par rien que l'aspect administratif de la saisine de cette juridiction. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de notre gouvernement successif de diminuer l'accès au conseil de prud'hommes, et que cette juridiction du travail, elle se referme de plus en plus, en facilitant aussi, en tout cas en essayant d'éviter le plus possible le fait que le juge intervienne sur ces dossiers. Voilà, on est vraiment sur cet aspect-là des choses. Donc je vais un peu peut-être revenir sur le point de vue que je défends, parce que comme tu disais, Sabine, au départ, c'est que nos intervenants au conseil de prud'hommes, mais d'un point de vue d'une casquette particulière, c'est que moi je suis avocate depuis 10 ans, je suis syndiquée au syndicat des avocats de France. C'est un syndicat qui existe depuis les années 70 et qui a pour objectif de défendre l'accès au droit, de défendre la justice sociale, qui a une casquette aussi de défense des salariés, clairement, et du combat collectif des organisations syndicales. Et donc moi, je parle de ce point de vue-là. Je défends exclusivement les salariés, les organisations syndicales. Je ne défends jamais les employeurs. Et donc je parle d'un point de vue qui est le mien, qui est particulier, et qui ne serait pas le même qu'un avocat qui défend et les employeurs et les salariés, ou d'un avocat qui défend exclusivement les employeurs. Donc le discours que moi je vais avoir sur le conseil de prud'hommes, il est évidemment pas du tout neutre et absolument pas objectif, puisque c'est, en tout cas mon action, elle est une action qui est militante et qui est syndicale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous déplorons effectivement que l'accès au conseil de prud'hommes se réduise de plus en plus, et que finalement l'objectif de recréer un rapport de force devant le conseil de prud'hommes ne joue plus forcément son rôle aujourd'hui. J'avais une question qui est en rapport aussi à la pièce. À l'époque, quand on a étudié, nous, les ouvriers qui ont un contentieux à faire valoir dans le conseil de prud'hommes ne peuvent pas venir accompagner d'un défenseur.
Il y a toute une affaire, d'ailleurs, ceux qui jouent dans la pièce le savent, c'est toute l'histoire autour de Tiffel, du nommé Tiffel, qui est un homme qui s'était auto-saisi de cette fonction d'aider les ouvriers qui n'arrivaient pas à s'exprimer dans le Conseil des prud'hommes à défendre leur cause, et qui régulièrement se prenaient des amendes parce que ça ne lui était pas permis, etc. Et c'était un des chevaux de bataille de l'ego de la fabrique, c'est de faire autoriser cette libre défense, et les négociants étaient contre. Du coup, depuis quand ta fonction était possible? À quel moment c'était? Tu sais peut-être Moi, je ne connais pas la date. Sur le fait qu'on puisse assister ou représenter un salarié. En tout état de cause, c'est vrai qu'aujourd'hui, devant les conseils de prud'hommes, c'est très peu les salariés qui se défendent tout seuls. En tout cas, il y a deux types de procédures, hein, comme tu l'as dit. Il y a une procédure en référé qui permet de statuer en urgence, et une procédure au fond qui est beaucoup plus longue et qui peut durer jusqu'à 2 ans devant le Conseil de prud'hommes de Lyon. Alors c'est plus rapide devant des plus petites juridictions, mais on est sur des contentieux qui sont très longs. Et la majorité des salariés viennent soit assistés ou représentés par un avocat, soit assistés ou représentés par un défenseur syndical. Les seuls contentieux où on voit encore un peu des gens qui viennent se défendre tout seuls, c'est en référé, quand il s'agit sur des contentieux qui sont simples, quand il s'agit d'obtenir un mois de salaire qui n'a pas été versé, ou d'obtenir une attestation de Pôle emploi qui n'a pas été donnée à l'issue de la rupture du contrat de travail. Mais sinon, en réalité, le salarié qui vient tout seul, c'est devenu extrêmement rare, du fait de la complexité aussi de la saisine du Conseil de prud'hommes, dont l'objectif, effectivement, est de déjudiciariser pour que le Conseil de prud'hommes soit moins encombré. Puisqu'aujourd'hui, cette procédure est extrêmement longue, hein, donc on est 2 ans dans le Conseil de prud'hommes, on peut rajouter 3 ans devant la Cour d'appel de Lyon, donc on peut aboutir à des contentieux pour avoir une décision finale entre 5 et 6 ans de procédure. Et donc le règlement rapide des conflits, hein, qui était l'objectif initial de la création du Conseil de prud'hommes, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et effectivement, tu disais tout à l'heure dans ton intervention qu'on était finalement dans un contentieux du licenciement. C'est vrai, hein, les salariés viennent nous voir en général quand leur contrat est rompu. Ils viennent rarement nous voir pour régler un problème d'exécution du contrat, pour la raison que tu as évoquée, c'est-à-dire que c'est compliqué pour un salarié de saisir le Conseil de prud'hommes quand il est en relation de travail, du fait du lien de subordination, mais aussi de la réalité de la procédure prud'homale, qui fait qu'un salarié qui vient saisir le Conseil de prud'hommes aujourd'hui concernant l'exécution de son contrat de travail, il verra une décision définitive dans 2 ou 3 ans. Alors que lui, ce qu'il souhaite, c'est que sa situation elle soit réglée aujourd'hui. Et le Conseil de prud'hommes aujourd'hui, malheureusement, sur certains cas particuliers en référé, il ne permet pas le règlement rapide d'une situation qui est en lien avec l'exécution de son contrat. Il permet de recourir à des dommages et intérêts, une indemnisation, soit une procédure abusive de licenciement, mais elle ne permet pas cette résolution rapide, malheureusement, d'une situation qui est actuelle et qui va perdurer dans le temps de la relation de travail. J'avais une autre question, celle qui ne s'attendait pas et qui va peut-être introduire l'intervention de Didier, qui était, alors, c'est un peu la fonction que je donne dans ces conférences en général, c'est d'essayer d'établir des liens avec la pièce qu'on a faite. Je vais essayer de le faire de manière pas trop grossière, mais il se trouve que dans les années auxquelles on s'est intéressé, il nous a semblé que le Conseil des prud'hommes était l'objet d'une sorte de lutte, jamais tout à fait formulée comme telle, entre les chefs d'atelier qui précisément essaient de faire un bien commun et un levier d'amélioration de leurs conditions, et les négociants qui sont hostiles au principe même de ce Conseil, au fond, même quand ils y siègent, et peut-être surtout quand ils y siègent. On a l'impression que parfois ils y sont presque pour le saboter, et que au nom de donc ça c'est beaucoup ce que dit Écho de la Fabrique, le journal ouvrier, au nom d'une sorte de mentalité libérale sur laquelle au fond ce qui doit prévaloir, ce ne sont pas tant des règles immuables que le face à face entre les deux contractants dans une situation inégalitaire entre eux. Et on s'est parfois dit en travaillant sur la pièce qu'on étudiait une situation historique sur laquelle portait la pièce,
mais que c'est intéressant de la nourrir d'écho de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que les différentes réformes que vous avez évoquées, et que leur logique relève d'une sorte d'hostilité de fond au principe même de ce Conseil, où il s'agirait au fond de le rendre inopérant, ou ce serait abusif de nommer les choses d'une certaine manière? Moi, je pense qu'il y a effectivement une volonté de le rendre inopérant, puisque on voit bien que les moyens, d'une manière générale, l'accès au juge, il y a une défiance du juge, et le Conseil de prud'homme n'est pas épargné par cette défiance au juge, et on voit bien que les moyens ne sont pas alloués au Conseil de prud'homme pour qu'il puisse fonctionner normalement. Je vous parlais des délais de procédure tout à l'heure. Un exemple qui est quand même particulièrement éclairant sur le Conseil de prud'homme, c'est la fermeture des conseils de prud'homme, la fermeture totale des conseils de prud'homme durant le premier confinement, donc de mars à juillet 2020, en tout cas pour le Conseil de prud'homme de Lyon. C'est une des dernières juridictions qui a réouverte. Les juridictions civiles ont réouvert avant le Conseil de prud'homme de Lyon et les autres conseils de prud'homme dans d'autres villes de France, alors que l'activité économique a continué durant ces mois de confinement, que des salariés ont continué à travailler durant ces mois de confinement, et donc les problématiques liées au contrat de travail ont continué à opérer, les problèmes d'urgence sur le non-versement des salaires, sur le fait qu'il n'y ait pas d'attestation Pôle emploi, par exemple, ont continué à opérer. Et pendant plusieurs mois, les salariés se sont retrouvés sans juge, alors que même si la justice de droit commun a continué à fonctionner durant cette période, aucune exception n'a été faite pour le Conseil de prud'homme. Donc on voit bien que c'était absolument pas la priorité, le fonctionnement de cette juridiction. Et ce qu'on a cru comprendre au barreau de Lyon, c'est que le Conseil de prud'homme n'a pas fonctionné, puisque les greffiers qui étaient donc au Conseil de prud'homme ont été déplacés pour être attribués au juge, à la juridiction correctionnelle devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour permettre à la juridiction pénale de continuer à fonctionner. Donc le choix qui a été opéré, ce n'était pas de continuer à faire fonctionner la juridiction prud'homale, mais c'était de continuer à faire fonctionner la juridiction pénale, donc au détriment de l'ensemble des travailleurs qui ont fonctionné. Et durant cette période où de nombreuses questions se sont posées sur l'hygiène, la sécurité, sur comment on travaille avec un masque, sans masque, durant toute cette période de confinement. Et là, on télétravail, tout à fait, et là, l'accès au juge a complètement été bloqué. Et quand tu parlais tout à l'heure de la capacité de résistance du Conseil de prud'homme, parce que je ne veux pas non plus avoir un discours que négatif sur le Conseil de prud'homme, puisqu'il y a quand même des choses intéressantes qui s'y passent, mais c'est vrai que ça devient très compliqué de pouvoir accéder au juge. Là, on a vu une capacité de résistance, puisque au niveau des avocats, par exemple, il y a eu tout un travail pour savoir comment faire durant cette période pour pouvoir accéder au juge sans passer par le Conseil de prud'homme. Donc on a travaillé sur des textes qui nous ont permis de saisir un autre juge, le juge prud'homal, pour que sur des situations d'urgence, il puisse quand même y avoir des décisions qui soient rendues, donc détourner le droit pour pouvoir améliorer la situation des travailleurs. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur un lieu qui est de plus en plus difficilement accessible, mais qui garde sa capacité de résistance. Je vais rebondir sur les baraques Macron dont tu parlais, puisqu'effectivement, le fait que cette juridiction est de moins en moins saisie, et finalement saisie par plus les cadres, puisqu'il y a un gain financier, il y a quand même une résistance sur ces barèmes macro, notamment par un travail syndical, puisque le syndicat des avocats de France, auquel j'appartiens, a travaillé dans le cadre de sa commission sociale sur un modèle d'argumentaire qu'il a mis en ligne sur son site internet, qu'il a diffusé à l'ensemble des défenseurs syndicaux, des organisations syndicales et à l'ensemble des avocats, pour que cet argumentaire puisse être saisi par le plus grand nombre de plaidants,
et que la question de l'inconventionnalité de ce barème puisse être portée devant le Conseil de prud'homme. Ce qui aboutit effectivement à une résistance des juges qui ont écarté ces barèmes dans plusieurs conseils de prud'homme et devant certaines cours d'appel aussi. Donc on a effectivement une jurisprudence qui est en train de se construire pour écarter ces barèmes et qui, de manière assez rigolote en réalité, puisque l'objectif c'était de sécuriser l'employeur sur la rupture du contrat de travail et pour qu'il sache à l'avance le coût que ça allait lui porter. En réalité, aujourd'hui, on voit bien que ce barème, cet enjeu, il est contre-productif, puisqu'un employeur, quand il se retrouve devant le Conseil de prud'homme, en réalité, aujourd'hui, il ne sait pas plus qu'avant combien va lui coûter la rupture du contrat de travail, puisqu'il ne sait pas s'il va tomber devant une composition qui va écarter ou non le barème. Ça va dépendre de la composition, ça va dépendre de la section devant le Conseil de prud'homme, ça va dépendre du Conseil de prud'homme, puis après ça va dépendre de la Cour d'appel. Et en réalité, on se retrouve aujourd'hui avec une inégalité entre le justiciable, puisque ces barèmes sont écartés ou non en fonction de tout un tas d'éléments dont on n'a pas connaissance. Donc le fait au départ de vouloir sécuriser la rupture du contrat, c'est pas du tout ce qui existe aujourd'hui. Sur cette question des barèmes, on attend que la Cour de cassation tranche. Tout à fait. Mais pour le moment, elle nous a rendu qu'un avis. Mais juste un mot mais il y a une réelle volonté de sécurisation dans les réformes qu'on connaît depuis, on va dire, une dizaine d'années. Il y a une réelle volonté de faire en sorte qu'on ait de la prévisibilité dans les conséquences des décisions que l'employeur peut prendre dans le cadre de la relation de travail. Et la prévisibilité, ça passe par échapper au contentieux ou, s'il y a contentieux, pouvoir évaluer en amont quelle sera l'issue du contentieux. Et je m'engage pas en étant en capacité d'évaluer en amont les issues possibles. Et c'est vrai qu'une des manières de lutter, c'est de mettre de l'imprévisibilité là-dedans, de remettre un peu d'imprévu sur ces questions-là. Mais dans la volonté des réformes, moi je pense qu'il y a un accord de tous, quels que soient les points de vue des uns et des autres, sur ce grand mouvement-là de sécurisation des relations de travail et des décisions patronales. Sécurisation du point de vue des employeurs. Ah oui, parce qu'on nous a beaucoup vendu le concept de flexi-sécurité, peut-être que certains en ont entendu parler, la flexi-sécurité à la française, issue du modèle danois, parce qu'on prend toujours un modèle étranger qui nous est un peu brandi comme une référence qu'on pourrait transposer, mais on l'adapte. Flexi-sécurité, c'était l'idée, on va flexibiliser les relations de travail, on va mettre plus de flexibilité, ce qui va permettre d'assouplir les choses et la situation du marché du travail, mais en contrepartie de quoi on va sécuriser davantage les parcours professionnels des salariés. Et au final, derrière ce discours, on a vraiment des réformes qui sécurisent les décisions de l'employeur. Et on pourrait parler des réformes sur les licenciements économiques. Il y avait quand même beaucoup de contentieux autour du contenu, des plans qui doivent accompagner les licenciements économiques lorsqu'ils sont de grande ampleur. On ne peut pas licencier un grand nombre de salariés sans mettre en place des plans alors c'était les anciens plans sociaux, après les plans de sauvegarde des emplois, il y a beaucoup de contentieux. Déjà, on a mis en place une procédure qui fait que les plans sont validés en amont par l'administration du travail. Et donc, là aussi, on sécurise parce qu'il y a une validation avant que la décision soit prise. Et puis, on a créé tout un tas de dispositifs qui permettent d'éviter de passer par cette case-là de licenciement économique, tout en aboutissant au résultat qui est le résultat attendu par l'employeur, à savoir gérer des situations de sureffectif ou d'inadéquation à ses yeux de la structure des effectifs par rapport aux besoins de l'entreprise. Et donc, il y a tout un tas, on peut relever tout un tas de mécanismes, de moyens qui, au final, aboutissent à ce qu'on écarte le recours au conseil de prud'homme, tout simplement, ou alors on le rend plus inutile, plus compliqué, plus lourd, plus contraignant, avec moins d'intérêt. Sur la baisse des saisines, sur les délais de prescription. Oui, les prescriptions aussi. Là, c'est quand même énorme. C'était 30 ans les délais de prescription sur les salaires et les éléments de salaire. En 2008, tout ça revient, ça passe de mémoire à 5 ans.
sous Hollande, ça passe à 3 ans. Mais pareil, la même chose aussi pour les contestations des licenciements. On est passé dernièrement de 2 ans à 1 an. 1 an, ça passe vite. Quand vous avez donné toute votre vie dans une entreprise pour un emploi, que vous êtes licencié de manière assez sèche, assez violente, vous faites souvent une sorte de burn-out ou une dépression derrière. Derrière, vous avez aussi la réforme de l'assurance chômage avec une nouvelle pression pour trouver un emploi. Vous n'avez pas forcément tout de suite la tête à vous dire « mince, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans la procédure de licenciement. Sur le fond aussi, peut-être qu'il y a matière de contester mon licenciement et obtenir la réparation du préjudice subi à l'occasion. Mais le temps que vous retrouvez vos esprits, que vous avez retrouvé un emploi et que vous prenez connaissance de vos droits, 1 an, ça va passer très vite. Et donc, du coup, quand même, vous allez voir un syndicat, quand même, vous allez voir un avocat à ce moment-là pour contester votre licenciement, on peut vous dire, mais monsieur ou madame, malheureusement, les délais de prescription sont passés. Et donc, à partir de là, forcément, il va y avoir une base de saisie. Il y a eu aussi des réformes pour rendre plus difficile, notamment auprès des classes populaires, l'accès devant le Conseil des prud'hommes. Déjà, il y a une réforme de la carte judiciaire, de nombreux prud'hommes ont été supprimés. Dans le coin, il y a eu le Givor, qui a été supprimé en 2008, 2010, je ne sais plus la date exacte. Enfin bon, peu importe, en tout cas, il y a eu une suppression et donc, du coup, un accès à une justice, on va dire, de proximité qui est rendu plus difficile. Et sous Sarkozy aussi, on a peut-être oublié, mais à l'époque, il y a eu la mise en place d'un timbre fiscal de 30 € pour pouvoir saisir aussi le conseil de prud'homme. Pour certains, 30 €, c'est pas rien, c'est beaucoup, surtout quand vous êtes au SMIC ou à minimum conventionnel, avec un temps partiel imposé, des horaires décalés, vous n'avez pas forcément accès dans votre entreprise à un syndicat. Voilà aussi des manières d'entraver l'accès justiciable à la justice prud'homale. Et juste pour terminer, sur des faits assez récents, mais aussi je pense que tu pourras confirmer, quand bien même à un moment donné le conseil de prud'homme avait rouvert, l'accès au greffe était aussi catastrophique. C'est-à-dire, il y a encore peu, il y a peut-être 2 ans, le greffe c'était un bâtiment, bon, il existe toujours ce bâtiment, mais pour les salariés, on avait accès à un greffe le plus important, ouvert dans les bureaux en face des bureaux de jugement et de conciliation du conseil de prud'homme. Aujourd'hui, c'est une petite guitoune de 5 mètres carrés qui est restée fermée un bon moment. Vous avez une saisine, vous déposez votre dossier. Vous n'avez même pas de preuve comme quoi le dossier avait été déposé à ce moment-là. Vous n'avez même pas un système de tampon qu'on peut avoir, notamment en nature, qu'on peut avoir au tribunal administratif. Et c'était un peu petit bonheur à la chance, quoi, on va dire. Voilà, pour citer que ces exemples. Merci beaucoup. Justement, en fait, je me disais, le fait que finalement le Conseil des prud'hommes se concentre sur examiner la fin d'un contrat de travail et non plus son exécution. Enfin, pour les diverses raisons que vous avez évoquées. Ça conduit à ce que la vie au travail elle-même, en dehors de sa rupture, en fait, soit plus examinée par les prud'hommes et qu'il soit plus possible que les prud'hommes soient un levier dans le rapport de force pour peser sur l'amélioration des conditions de travail elles-mêmes. Et je me dis que dans une perspective syndicale, c'est évidemment on cherche à améliorer les conditions de travail et pas seulement les conditions de rupture des contrats de travail. Et dans une perspective syndicale, qu'est-ce qu'on attend des prud'hommes alors? Comment est-ce que toi, en tant que syndicaliste, tu interviens au prud'homme? Qu'est-ce que tu en t'attends et qu'est-ce que tu n'en attends pas en fait? Oui, complètement, mais déjà pour dresser un petit état de lieu de la situation du salarié en France, il y a quand même environ 19 millions de salariés en France. 55% sont des entreprises de moins de 50 salariés. Il y a environ 4,5 millions, qui ne sont peut-être pas exacts, de personnes qui travaillent dans des TPE ou TPA, très petites entreprises, très petites associations, qui pour eux, dans ces entreprises, les seuils sociaux ne sont pas assez enclenchés pour bénéficier soit d'instances représentatives du personnel, ou soit d'organisations syndicales qui bénéficient de l'ensemble de leur attribution. Et donc, le recours aux syndicats pour connaître leurs droits est assez difficile. Ils vont avoir accès à Internet, on trouve énormément de bêtises, aussi des arnaques avec des sites payants. Il y a le recours à l'inspection du travail, mais là on parle du conseil de prud'homme, mais aussi, de toute façon, le service d'inspection du travail, il est largement attaqué. Il faut savoir que pour les 19 millions de salariés, vous avez aujourd'hui moins de 1800 agents de contrôle.
ça fait moins d'un agent de contrôle, d'inspecteur du travail, si vous préférez, pour 10 000 salariés, voire même le chiffre, peut-être même en deçà de ça, c'est peut-être 1 pour 11 000 aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est assez difficile, donc ils ont recours à ça, recours aussi par fusion locale de syndicats, mais le rôle d'un syndicat, c'est quand même, au-delà de faire appliquer une norme légale, d'aller au-delà, c'est d'améliorer les conditions de travail, de porter les revendications dans l'entreprise pour améliorer la loi, ils sont de le dire, il est pris pour un maximum par les employeurs, mais en réalité, c'est un minimum auquel on ne peut pas descendre ou déroger. Et aujourd'hui, vous avez vraiment une complexification du droit du travail avec on sert des mesures qui sont d'ordre public, social, auxquelles on ne peut pas déroger par accord, des normes qui proviennent d'accords d'entreprise, d'autres d'accords de branche. Il y a toute une articulation de droit comme ça qu'il faut connaître. Alors vous imaginez bien, pour un salarié lambda, sans formation syndicale, sans formation juridique derrière, sans tradition aussi syndicale, parce que nous on intervient notamment dans des secteurs sans réelle tradition syndicale, pardon, excusez-moi. Moi, quand j'ai commencé à bosser, il y avait un ancien, il était syndiqué, il m'a dit ouais, les gamins, ralentir la cadence, etc. Bon, on partageait quelque chose, il y avait une transmission de valeurs un peu ouvrières. Et aujourd'hui, notamment dans la sous-traitance, dans certains secteurs émergents, dans les commerces et services, elle n'existe pas encore cette tradition. Donc les implantations qu'on fait, elles sont souvent toutes nouvelles, assez récentes. Et le recours au Conseil de prud'homme, par définition, ce recours au Conseil de prud'homme, de toute façon, c'est une action individuelle, parce qu'on vient chercher la réparation d'un litige qui est né, la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Effectivement, beaucoup de demandes viennent aussi de salariés qui ont perdu leur emploi et qui ont contesté le licenciement, mais pas que. Nous, le recours au prud'homme nous a permis, dans une perspective, on va dire, de développement, c'était le sens de ta question, d'ancrer des positions et des sections syndicales dans une entreprise de transport. On saisit régulièrement le conseil de prud'homme pour faire payer certaines primes, pour faire payer certaines heures supplémentaires qui n'ont pas été régularisées par l'employeur. Et donc, évidemment, systématiquement, on gagne parce qu'on y va avec des éléments qui nous permettent de montrer la matérialité des faits. Et à partir de là, l'information circule auprès des salariés. Ah bah eux, là-bas, solidaire, ils ont pas mal, lui, il a du temps, lui, il a gagné du temps, et ils viennent. Et du coup, derrière, certains franchissent aussi le pas, évidemment, vont adhérer, parce que c'est aussi le but. Le but, c'est de peser dans le rapport de force, de toute manière, dans l'entreprise. Certains donc vont prendre des mandats dans l'entreprise, mais aussi des mandats à l'extérieur. C'est super pour nous quand des gens qu'on a défendus au prud'homme deviennent à leur tour défenseurs syndicaux et après, dans un premier temps, vont défendre leurs collègues. Évidemment, ils ne vont pas partir tout de suite sur des dossiers compliqués, mais du coup, ils ont bien compris le système. C'est un moment de prise de conscience d'éducation ouvrière, d'éducation populaire, je dirais aussi certains. Et au-delà de l'expérience, de toute façon, du conseil de prud'homme, on essaie de faire vivre un peu la tradition des bourses du travail, où le salarié va acquérir, comme le disait le militant qui a créé les bourses du travail, Fernand Pouletier, acquérir la science de son malheur. Donc ça, c'est un moment important. Oui, j'ai droit à ça, je vais le faire reconnaître, je vais saisir la juridiction, on en discute avec les copains, et la force va à la force. Et une fois qu'ils prennent confiance en eux et dans le syndicat, eh ben, les circonstances sont réunies parfois pour un arrêt de travail concerté par la grève pour obtenir aussi de nouvelles améliorations. Pour nous, le prud'homme, il n'est pas une fin en soi, on n'est pas des magistrats, on n'est pas là pour faire appliquer une norme pour le plaisir de faire appliquer une norme. Nous ne sommes pas non plus des avocats, donc on a une autre manière d'appréhender, de prendre des dossiers. Ça doit être vraiment un moment de transmission de savoir, de confiance en soi et vraiment de constitution de rapport de force. Le but étant toujours de sortir, de faire en sorte que le salarié sorte du tête-à-tête avec l'employeur. L'employeur est dans sa petite dictature, un truc qui est fait pour lui, on a un système capitaliste, c'est le profil des prix qui est consacré. Et mine de rien, l'action du syndicat, c'est une manière de remettre l'intérêt général aussi au cœur des entreprises, qui est quand même un lieu d'exploitation, surtout dans ces secteurs que j'ai cités précédemment. Ça répond à la question. Absolument. Oui.
concernant en fait la baisse des recours au niveau des prud'hommes, est-ce que ce n'est pas aussi en relation avec la baisse de syndicalisation dans les entreprises? En tout cas, c'est pas corrélé. C'est sans commune mesure. Hein. Je suis pas certaine. Parce que franchement, parce que finalement, le taux de syndicalisation dans les entreprises, il est bas en France. Il baisse un peu. C'est pas une spécificité française. Il baisse partout en Europe, y compris dans les pays qui ont des traditions qui conduisent à des taux de syndicalisation élevés. Alors après, il reste sur plutôt une constante basse, on va dire, depuis une vingtaine d'années. Je suis pas certaine qu'il y ait vraiment un lien, mais peut-être que vous aurez un regard. Voire même, ça serait le contraire, puisque des fois, beaucoup, c'est le premier accès qu'ils ont au syndicat, c'est via le recours au prud'homme. Non, je ne pense pas que là-dessus, il y ait des corrélations. Puis sur l'autosyndicalisation en France, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais on sait aussi d'où ça vient, quoi. Enfin, c'est par expérience personnelle, au sein de mon entreprise. Vous parliez en fait du recours au prud'homme. Pour moi, c'est de demander réparation à titre individuel. Et concernant en fait l'amélioration des conditions de travail, elles ne peuvent se faire que par effectivement les syndicats qui représentent en fait les salariés, mais également les instances représentatives du personnel qui elles sont souvent bien attaquées, puisque vous parliez en fait notamment du manque de moyens que peuvent avoir en fait certaines instances, puisque si on est moins de 50 salariés, on ne dispose pas d'un budget de fonctionnement, etc. Et je crois que c'est là aussi une certaine injustice, puisque beaucoup de salariés qui pourraient prétendre à des réparations ne peuvent pas le faire, hein, puisque s'ils sont SMIC, parce qu'ils ne peuvent pas attendre 5 ans, etc. Voilà. Ma petite intervention. Oui, mais il y a un vrai problème d'accès à la justice, hein, et de rétablissement du droit ou des droits. C'est un certain nombre de salariés qui viennent voir les avocats qui ne sont pas forcément envoyés par des organisations syndicales ou qui ne sont pas syndiqués non plus, par ailleurs. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit en lien, et en tout cas, ce qui, moi, me semble, a vraiment entraîné une baisse de la saisine, c'est la complexification de la procédure et l'accès au droit de manière générale, l'aide juridictionnelle qui est de plus en plus compliquée à obtenir, et puis l'enjeu, la saisine, le temps qu'on va y passer, l'argent qu'on va y mettre à payer son avocat par exemple, et puis ce qu'on va pouvoir en retirer à la fin. Une autre question alors, puis, oui, bonjour, c'est un point qui a été rapidement évoqué, mais vous parlez des moyens financiers et intellectuels, mais il y a aussi les moyens psychologiques. Et c'est vrai que moi, le témoignage plus ou moins proche, j'ai l'impression que les gens sont absolument laminés, ils sont vraiment détruits. Et ensuite, excusez-moi, je ne peux pas parler dans les circonstances. Mais du coup, ils sont dans des situations où c'est hyper compliqué, en fait, où la priorité c'est de sauver sa peau, psychologiquement et physiquement, médicalement. Et moi, je connais même un psychiatre spécialisé dans le travail et qui m'encourage plutôt à éviter les prud'hommes parce que c'est des années de procédure et que si on fait passer la santé en priorité, bah, il vaut mieux trouver un accord. Voilà, c'est plus des témoignages et c'est vrai que, est-ce que vous avez vu aussi dans peut-être une évolution des méthodes de management, c'est aussi une évolution des méthodes de travail qui est peut-être à, je sais pas, un stress qui serait plus... Enfin, des exigences, un stress qui aurait été accru aussi par une accélération des choses, peut-être liées aussi à l'usage d'Internet, etc. Ou des évolutions des méthodes de management qui sont beaucoup plus destructrices, mais de manière beaucoup plus pernicieuse et peut-être plus difficile à pointer. Et du coup, il y a... encore une fois, de témoignages plus ou moins proches, mais il y a énormément de gens qui auraient énormément de choses à dire au prud'homme pour faire avancer les choses et qui n'y vont pas juste pour sauver leur peau. Et aussi, ça me permet aussi de dire, pour moi, il y a un fléau énorme qui n'est pas du tout pointé, mais qui est vraiment pour moi un bouleversement quand même social. C'est la question du burn-out et des puissances professionnelles qui bouleverse vraiment des vies et qui aussi a des choses similaires, je pense,
à plein d'endroits de la société parce que ça peut faire prendre conscience de choses, mais bon voilà, c'est pas vraiment une question, je sais pas, si vous pouvez voir certaines choses. Pardon, mais du coup, moi, ça me fait rebondir finalement, Lucie. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir, qui sont complètement au bout du rouleau, ou est-ce que les gens qui arrivent sont conscients de leurs droits, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc latent aussi. Enfin, je sens chez les très jeunes, il y aurait comme le présupposé que finalement, en tant que travailleur, on n'a pas tant que ça de droits, parce que le monde du travail est dur, parce qu'il n'y a pas de place, etc. Et du coup, c'est quoi le profil des gens qui viennent te voir? Dans quel état ils sont? Ça me fait penser à ça, ta question, Pauline. Ouais, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de profils. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations de souffrance au travail et de plus en plus. Et au-delà du contentieux prud'homal, on est de plus en plus sollicité sur le contentieux en lien avec la sécurité sociale, c'est-à-dire la reconnaissance des accidents du travail, notamment en lien avec la souffrance au travail, la reconnaissance des burn-out en accident du travail ou en maladie professionnelle, et puis la saisine du pôle social sur la faute inexcusable. Donc là, on sort du domaine du Conseil de prud'homme, mais c'est vrai que c'est en lien, enfin, c'est quand même des juridictions qui sont en lien et des contentieux qui sont en lien. Mais de plus en plus, on est sollicité pour accompagner les gens, non pas pour saisir le Conseil de prud'homme durant le contrat de travail, mais pour les aider à faire reconnaître leur souffrance au travail et revendiquer leurs droits par rapport à celle-ci. Une fois le contrat arrêté? Non, durant le contrat. C'est un peu l'exception sur la manière dont on peut intervenir en conseil en amont et pas forcément en contentieux. C'est vraiment dans les rapports avec la CPM, avec la CPM pour tout ce qui est accident du travail, souffrance au travail, etc. Et comment aider les salariés à sortir de cette situation en lien avec le médecin du travail. Au niveau syndical aussi, vous êtes beaucoup oui, sur ces points-là. Juste pour citer un exemple qui va un peu dans ce sens-là, il y a quelques années, j'avais été saisi en tant que syndicaliste par des salariés qui travaillaient dans le métro de Lyon sous-traitance, qui assuraient les tâches de nettoyage des stations de métro, donc avec une sale entreprise qui menait un management par le stress, par la peur. Donc avec un public, on va dire un public des salariés primo arrivants, beaucoup arrivés tous du même village de Kabylie, donc il y avait un chantage à l'emploi. Si tu disais quelque chose, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai déjà embauché ton cousin, j'ai embauché ta sœur, ton voisin, etc., etc. Donc un chantage un peu comme ça. Et les conditions de travail étaient vraiment exécrables, assez dures, si bien que les salariés étaient arrivés à faire de l'automutilation. Voilà. Et donc, je ne sais pas, c'est une violence au travail insupportable. Donc, on est intervenu pour ce salarié. Ce salarié a pu obtenir gain de cause, mais ce n'était pas le seul à vivre en fait cette situation. Et donc, du coup, les collègues sont venus. Derrière, ça s'est transformé en création de section syndicale. Derrière, il y a eu un mouvement de grève qui leur a permis d'obtenir quand même pas mal d'avancées. Un peu après, il y a eu une élection professionnelle, le syndicat est devenu représentatif. Il y a eu une instance avec des camarades élus aux instances à l'époque. Il y avait encore les 3 instances représentatives du personnel, comité d'entreprise, délégué du personnel CHSCT. Et donc, du coup, on a bénéficié à ce moment-là de différents leviers pour intervenir. Mais au départ, c'est venu d'une amende vraiment purement individuelle. Je pense que le rôle du syndicat, c'est de faire en sorte que la loi prud'homale, effectivement, est une porte d'entrée dans le syndicat, mais ça ne doit pas non plus être la porte de sortie. Voilà, il faut qu'il se passe des choses, qu'il y ait une prise de conscience, une émulation sur les questions sociales dans l'entreprise, et puis que les salariés puissent se prendre en main. Mais évidemment, ils ne vont pas le faire d'un peu de bois, ils ne vont pas le faire tout seul. Et derrière, le syndicat, il a vraiment ce rôle-là aussi de formation solidaire. Donc on a le CEFI, le Centre d'études de formation interprofessionnelle, qui nous permet de former les camarades à la fois sur les mandats qui relèvent des problématiques de l'entreprise, mais aussi les mandats extérieurs, comme le mandat de défenseur syndical, mais aussi de conseiller prud'homme, de conseiller du salarié. Pour ce mandat, donc, qui vont assister des camarades qui peuvent assister les salariés lors des entretiens préalables à l'éventuel licenciement dans les entreprises dépourvues
d'instances notatives du personnel. Il y a deux questions là et là. Je ne voudrais pas couper les noms sur ces questions-là. Disons que ma question se rattache à un autre point que vous avez évoqué. On a parlé de l'inspection du travail. Et je reviens ça un peu par rapport à la pièce des canuts sur le fait qu'on envoie à un moment une sorte de délégation observer les conditions de travail pour vérifier la véracité de la plainte qui est énoncée. Et en même temps, je rattache ça au fait que j'ai assez peu de notions. Finalement, je me rends compte que c'est très brouillard de mon côté sur ces questions-là. Et l'inspection du travail, je voulais savoir comment ça s'articulait par rapport au reste des actions qu'on peut mener, entreprendre et les leviers à actionner. Voilà. Les inspecteurs du travail dans la salle qui peuvent éventuellement aussi. Il y a des inspecteurs qui pourront avoir le regard et la pratique engagée dans leur mission. Au plan du droit, l'inspection du travail, c'est une administration du travail qui a pour vocation, qui réalise plusieurs missions. Informer tout le monde, informer dans les mêmes conditions employeurs et salariés sur l'étendue de leurs droits, contrôler le respect de la réglementation du travail avec un ensemble de moyens qui sont mis à disposition et qui donnent quand même d'assez large pouvoir d'investigation dans les textes. mais des moyens reconnus dans les textes, ça ne veut pas dire forcément une capacité concrète de les mettre en œuvre au quotidien, partout. Et après, il y a dans l'action, mais s'il y a des conseillers prud'hommes, des inspecteurs, inspectrices du travail, pourront s'exprimer sur ce sujet. Et après, il y a des choix de quel type de moyens, de ce qu'on mobilise, de comment on mobilise. Et il y a aussi des grandes discussions et des grands débats qui traversent aujourd'hui l'inspection du travail. Quelqu'un qui veut prendre la parole juste derrière les inspections. Il y avait une question là. Je peux apporter quelques éléments d'explication, parce que j'ai été inspecteur du travail pendant 15 ans. Donc c'est un peu ancien, je manque d'informations sur la situation actuelle, mais quand même, les grands fondements n'ont pas complètement changé. Le but, effectivement, pour répondre à votre question, c'est de veiller à l'application du droit du travail, et donc du coup, de conseiller les salariés et les employeurs qui viennent donc à la permanence, qui viennent chercher des informations sur l'application du droit du travail. C'est surtout les salariés qui viennent chercher des informations et aussi chercher des informations pour une action. Il y a souvent, ils viennent voir si, essayer de faire comprendre, essayer de voir si le droit du travail est appliqué dans leur situation, si c'est correct par rapport à la convention collective, par rapport à la loi. Et donc, il y aura un conseil qui va être donné, qui peut être un salarié, il en fait après ce qu'il en veut, soit il va voir l'employeur s'il est en capacité de le faire pour réclamer son droit, soit il va voir ses retombées personnelles, soit il va complètement avoir le prud'homme, soit il va avec d'autres lancer une action. Les limites, l'aspect du travail est quand même là surtout par rapport au conseil du prud'homme, pour votre question je suppose. Le conseil du prud'homme, ça a été dit clairement, il est là surtout pour veiller à travailler sur la question du contrat de travail, du respect du contrat de travail, et notamment en cas de rupture. L'inspection du travail est surtout là pour la réglementation d'application de la réglementation du travail. Alors, c'est quoi la différence? Par exemple, je parlais de durée maximale du travail, par exemple. Ça, l'inspection du travail peut intervenir. Et si vous voulez, si un certain nombre de salariés d'une même entreprise, par exemple, viennent évoquer des questions de durée du travail, à ce moment-là, ça peut déclencher une enquête. C'est ce qui va se passer, qui sera une enquête sans information préalable, anonyme, pour pas que le salarié soit ni celui qui est venu se plaindre, soit ni la cause. Évidemment, après, ça peut être compliqué sur la taille de l'entreprise, mais normalement, après, ça peut générer des enquêtes pour vérifier si la réglementation est appliquée. Et à ça, il peut y avoir des mises en demeure ou des procès-verbaux qui conduisent à une action devant le tribunal, cette fois la juridiction pénale. Donc c'est un peu une autre guerre. Le salarié
qui se voit, tant ce qui n'est pas, cette situation n'est pas correcte, je dirais, il peut effectivement venir voir l'inspection du travail, s'adresser à son vie personnelle de l'entreprise, et il peut s'adresser à des syndicats, à différents types pour avoir l'information. Et si ça concerne directement son contrat de travail, ça sera plutôt après une action devant le Conseil des prud'hommes. Si ça met en cause vraiment une loi, à ce moment-là, ça sera effectivement l'inspection du travail qui pourra intervenir. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a deux grandes difficultés de flux de mois de l'inspection du travail. Ça a été dit, c'est le manque de moyens. Effectivement, le nombre d'inspecteurs du travail par rapport au nombre de salariés est assez faible. Et deuxièmement, c'est la complexification du droit du travail. Avant, en gros, il y avait la loi et les conventions collectives. Et aujourd'hui, la loi permet de nombreuses dérogations. Donc il peut y avoir plein à la loi, mais elle permet dans certains cas que la convention collective, voire que l'accord d'entreprise applique différemment la loi. Donc si vous voulez, c'est extrêmement compliqué pour le salarié, bien sûr, mais même, je dirais, pour tout le monde, tous les acteurs du droit, de savoir exactement quel est le droit qui s'applique dans cette situation-là, et ça crée de multiples dérogations à dérogations. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Il y a un principe de loi, le SMIC ne peut pas déroger. Mais il y a beaucoup de choses, d'autres domaines, dans le domaine des conditions de travail individuelles, notamment sur la question du temps de travail, la durée du travail. Vous avez, la loi prévoit un maximum de travail, de durée du travail maximale. Et après, les systèmes d'horaire de travail, là, il y a de multiples, ça peut être la convention collective, ça peut être la convention d'entreprise. C'est assez compliqué. Et donc l'inspecteur du travail est surtout compétent pour l'application de la loi. Et beaucoup en relation, normalement, est quand même beaucoup plus en relation avec les représentants du personnel. Ce sont surtout eux qui viennent voir l'inspection du travail et qui peuvent générer une enquête après. Là, il y a une enquête et éventuellement une mise en demeure, un procès verbal vis-à-vis de l'employeur parce qu'il n'a pas appliqué la réglementation. C'est plutôt des réglementations collectives, ça va être plutôt l'ensemble des salariés. Mais ça peut être une plainte, plusieurs plaintes qui vont générer une enquête. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs plaintes dans l'entreprise de salariés qui viennent dire on a des problèmes de travail, à ce moment-là, ça peut générer des plaintes individuelles, à régler pour chaque personne. Ça peut pouvoir générer une enquête collective sur la situation de l'application de la loi par rapport au travail. Nous, en qualité d'avocat, on connaît le manque de moyens de l'inspection du travail. Et donc, quand un salarié vient nous voir en nous disant voilà, j'ai eu tel souci dans mon entreprise et j'ai pris contact avec l'inspection du travail, etc., on ne va pas forcément attendre une réponse de l'inspection du travail pour engager une procédure. En tout cas, on ne va pas compter sur une intervention de l'inspection du travail pour engager une procédure prud'homale. Et on va se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a assez d'éléments pour construire un dossier sans une intervention de l'inspection du travail et puis si, effectivement, il y a une intervention de l'inspection du travail qui se rajoute aux éléments qu'on a déjà dans notre possession, tant mieux. Mais en tout cas, on va pas compter là-dessus parce qu'on sait que malheureusement, compte tenu de leurs moyens, c'est pas certain qu'ils puissent agir dans la situation du salarié, surtout si on est sur une situation individuelle. Donc on est un peu aussi en train de changer notre manière de travailler compte tenu de l'état de déliquescence de l'inspection du travail aujourd'hui. Donc on change le mode d'action par rapport à ça. Alors ceci dit, même si ce que tu dis est vrai, on a aussi des exemples où, rappelons-le, quand même, les constats de l'inspection du travail font foi jusqu'à preuve du contraire, et le fait d'avoir pu présenter certains constats de l'agent de contrôle devant notamment la juridiction du prud'homal, ça a largement suffi à faire obtenir gain de cause pour le ou la salariée. Par ailleurs, à côté, c'est important, le syndicat des salariés s'était porté partie civile sur le PV de l'inspection qu'avait dressé l'inspecteur du travail. Donc là, il y a l'enquête préliminaire qui est en cours, ça a été long. Il y a des leçons, donc effectivement, comme dit Lucie, il ne faut pas forcément. Si on a ça, tant mieux, si du plus. On a différents exemples, mais il ne faut pas attendre les conclusions ou le rapport d'un inspecteur du travail qui peut tarder, mais pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Voilà, donc c'est un truc en plus qu'il ne faut pas essayer, qu'il faut vraiment utiliser. Et puis pareil, si vous êtes dans une boîte, vous avez différents problèmes, etc., vous êtes dans une instance représentative du personnel ou simple salarié, si demain il y a
un PV qui est dressé par l'inspection du travail, il faut vraiment se porter partie civile dessus, et le syndicat et les salariés, c'est très important parce que ça met un peu le forcing aussi sur le parquetier pour retenir, donner une suite au PV, quoi. Il y avait une question là, oui. Bonjour. Bon, moi je suis désolé parce que je vais complètement changer de sujet, alors peut-être ça va plaire à tout le monde. Enfin, c'est peut-être mon costume d'Arlès Dufour que j'ai dans la pièce. Arlès Dufour, c'était un négociant qui, bien que négociant, en fait, était assez à la recherche de solutions équilibrées. Hein. Et alors, bon, je constate que depuis le début de notre réunion, on voit essentiellement le point de vue salarié, du salarié. Hein. Et il n'y a pas de représentant patronal. Alors ma question, c'était un petit peu dans votre idée, comment se comportent donc les conseillers patronaux dans ces audiences. Et je voudrais, à ce titre-là, parler d'un souvenir personnel que j'ai, surtout qu'un jour, dans l'usine où je travaillais, à cette époque-là, je rencontre le chef du personnel. Et il était découragé, il était vraiment... Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il me dit, je reviens de la session du tribunal prud'homal, il se trouve qu'il était conseiller prud'homal patronal dans ce tribunal. Donc, et il dit, encore une fois, on a tout perdu. Et quel que soit le dossier présenté, et il y avait quand même des dossiers qui, de son point de vue, montraient un manquement grave de la part du salarié qui pourrait justifier la mesure de licenciement qui avait été prise. Néanmoins, le patron se trouvait condamné. Et il dit c'est tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, des conseillers côté patronat, on n'arrive plus à en trouver parce que plus personne ne le dit. Alors ça, c'est une question d'une quinzaine d'années. Alors je me demandais si ça ne peut pas un peu expliquer ce mouvement-là que vous avez décrit depuis quelque temps pour modifier un petit peu, enfin vous avez déjudiciarisé, voilà, parce que voilà, c'est le point de vue d'une personne, hein, c'est pas une statistique, mais c'est quand même un témoignage, et je pensais à la personne de bonne foi. Alors, il n'est pas question de douter de la bonne foi de qui que ce soit, mais peut-être de revenir sur le contexte particulier de ce contentieux-là. Un contentieux qui est à 97% initié par un salarié. Parce que les employeurs sont très rarement demandeurs, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire un demande pour un conseil de prud'homme pour prendre une décision. Et un salarié qui ne s'engage pas sans raison. C'est long, c'est lourd, c'est prenant, ça coûte. Et donc, il y a un choix rationnel quand même qui doit être fait, ou j'espère qu'il, dans l'immense majorité des cas, est fait avant de décider de s'engager. Ce qui suppose qu'il y a quand même un minimum d'arguments. Statistiquement, là j'ai plus les derniers chiffres, mais on sait que les décisions du Conseil de prud'homme sont en majorité rendues en effet en faveur du salarié, et les statistiques sont un peu biaisées, puisqu'il y a plein de demandes souvent qui sont faites, et puis toutes ne sont pas forcément satisfaites. Et parfois, ça va être une demande très accessoire qui est satisfaite, mais on compte quand même la décision comme en faveur du salarié, ça biaise les statistiques. Mais s'il y a condamnation, ça veut dire qu'il y a eu majorité au sein du Conseil de prud'homme à l'occasion du délibéré. 2 conseillers employeurs, 2 conseillers salariés. Donc il y a au moins un des conseillers employeurs qui a considéré que cet employeur-là devait être condamné parce que la décision qu'il a prise n'est pas conforme à la règle. Ou alors, ça veut dire qu'on est allé en départage, et que là, c'est un magistrat professionnel qui a tranché en faveur de la condamnation de l'employeur. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui expliquent que, de fait, il y a aussi des condamnations. Non, mais parce que s'il n'y a pas un des 2 employeurs qui décide de la condamnation, il n'y a pas de condamnation. C'est une juridiction paritaire. Et quand je parlais des décisions qui sont rendues sur les barèmes Macron, sur le fait d'écarter des barèmes Macron, ces décisions elles ont été rendues en formation paritaire, donc sans juge professionnel. Et donc il y a bien des conseillers prud'homme employeurs qui ont considéré que le fait d'appliquer des barèmes Macron c'était anormal. Donc les décisions qui sont rendues par le Conseil de prud'homme
on peut dire qu'elles sont en tout cas conformes à ce que peuvent penser les conseillers employeurs qui siègent quand ils rendent des décisions favorables aux salariés. Et alors ça m'amène une question qui est de nouveau en rapport avec la pièce qu'on a faite. Dans le rapport que vous entretenez, vous, praticiens du Conseil des prud'hommes, avec justement ces conseillers prud'homaux employeurs, vous avez l'impression de les sentir au service d'une solution juste, quel que soit le penché, le côté duquel elle penche, ou parfois, évidemment, vous sentez les déterminations sociologiques, la position particulière de laquelle émanent ces paroles. Enfin, comment vous sentez ça? Moi, j'ai une petite expérience, après on ne peut pas faire de généralité, et peut-être que cette question, elle serait pertinente, mais peut-être que d'autres conseillers prud'homaux salariés qui débattent avec auraient peut-être une autre lecture des choses. Moi, j'ai une expérience, c'était en bureau de conciliation, mais c'est qu'une expérience, c'est la mienne, c'est arrivé une fois, je ne vais pas en tirer une généralité, mais quand même, pour un conseiller employeur, c'était trop difficile pour lui d'effacer son hostilité à l'égard des syndicats, et je défendais un travailleur, il a demandé notamment le paiement la prise en charge de l'entretien de la tenue de travail et le temps d'habillage et déshabillage, qui sont prévus de toute façon par les textes, puis rien fait. Et vous obtenez une cause sur ce type de demande? Moi, jamais chercherai là-dessus. Voilà, en conciliation quand même. Moi, je l'ai quand même fait noter, mais il ne voulait pas mettre en conciliation, etc. Je n'ai pas été plus loin. De toute façon, après, je ne suis pas retombé sur les mêmes personnes. Mais voilà, l'affaire quand même un dur et qui n'arrivait pas à cacher son hostilité à l'égard quand même des syndicats. Après, ce qui est quand même impressionnant, c'est que quand vous avez notamment aussi une fois par an, c'est pas une assemblée générale, mais il y a du procureur, vous avez tous les conseillers prud'hommes, salariés, employeurs, les avocats, les défenseurs syndicaux, avec chacun est quand même un peu de son côté à ce moment-là, vous dites que malgré tout, malgré ces contradictions un peu de classe, c'est une institution qui perdure et qui continue, avec des antagonismes forts. Mais c'est sûr qu'il y a du lobbying auprès des conseillers employeurs patronaux par les organisations syndicales. Je reviens au barème Macron. Il y a des conseillers prud'hommes employeurs qui ont pris ces décisions malgré les consignes qui avaient été données par les organisations syndicales, et notamment le MEDEF et au Conseil de prud'hommes de Lyon. Il y a des conseillers patronaux qui se sont fait remonter les bretelles parce qu'ils avaient pris ces décisions-là. Donc il y a du lobbying. Mais comme il y a des décisions qui sont prises au niveau syndical par les organisations syndicales et qui sont orientées par les conseillers des salariés qui vont prendre telle ou telle décision parce qu'il y a une réflexion syndicale aussi des deux côtés. Parce que la question des solutions disciplinaires, notamment, on voit bien que derrière, il y a les consignes du MEDEF de ne pas lâcher, parce que le pouvoir directionnaire de l'entreprise, c'est très important là-dessus, au-delà des questions financières, vous voyez. Et là-dessus, on voit bien quand même qu'il y a des coups de pression là-dessus. C'est ça. Alors, encore une fois, dans les années 1830 auxquelles on s'intéresse, on se rend bien compte que les conseillers prud'homaux, en tout cas du côté ouvrier, parce que c'est là-dessus qu'on a de la documentation, sont élus avec une sorte de mandat impératif. Ils sont envoyés au conseil des prud'hommes pour obtenir une jurisprudence, pour ne pas lâcher sur les défense, etc. Il leur est d'ailleurs reproché ensuite de ne pas avoir assez tenu sur ces objectifs. Est-ce que c'est encore le cas? C'est-à-dire que, alors, avec l'ancien système électif jusqu'en 2018 et aujourd'hui où les personnes sont nommées par les organisations syndicales, est-ce que les conseillers prud'homaux sont envoyés au prud'homme avec un objectif correspondant à la classe sociale dont ils émanent ou pas spécialement? Le mandat impératif, c'est interdit. D'accord? Le mandat impératif, c'est pas possible. Après, j'ai essayé de l'expliquer, mais qui n'a pas été très clair. Le processus de désignation conduit à ce que sont désignés, côté patronal et côté syndical, des personnes qui sont choisies, alors selon des processus qui sont internes à chaque organisation, mais qui sont choisis par les organisations et donc qui s'inscrivent aussi dans une activité aussi quelque part militante. Je ne sais pas s'il est possible de faire complètement fi de son activité, mais il y a aussi un panel d'organisations syndicales, un panel d'organisations patronales
qui vont avoir sur certains sujets des positions ou des manières de se saisir de certaines questions qui peuvent être variées. La question du rapport à la règle de droit n'est pas forcément partagée absolument de la même manière par tous, ne serait-ce que ça. Donc, évidemment, c'est aussi quelque chose qui joue, mais ça, c'est un choix originel du Conseil de prud'homme d'être une juridiction aussi qui est composée de magistrats qui sont issus du monde du travail. C'est une juridiction issue du monde du travail pour trancher les litiges du travail. Et confier le règlement de ces litiges à une juridiction qui serait une juridiction de magistrats dont la carrière fait que d'ailleurs ils ne sont pas forcément spécialisés sur le droit du travail et sur ces questions-là, serait une rupture extraordinaire et sans doute induirait une forme de déconnexion avec les réalités du monde du travail. Après, il y a aussi des positions qui peuvent être communes sur le fonctionnement du Conseil de prud'homme entre les conseillers employeurs salariés et les conseillers employeurs et les conseillers salariés. Je donne un exemple. Depuis la réforme du Code du travail, il est possible en bureau de conciliation que les parties demandent à ce que le contentieux soit renvoyé directement devant le juge des partiteurs. Alors que normalement, sur une procédure habituelle, il y a un renvoi en formation paritaire, donc avec les deux conseillers employeurs et les deux conseillers salariés, et puis si ne se mettent pas d'accord, qu'on renvoie en départage avec ce cinquième magistrat professionnel qui va trancher le litige. Le Code du travail permet aujourd'hui, sur des contentieux qui sont complexes, que ce renvoi soit fait directement en départage pour éviter la formation paritaire, pour gagner du temps. En tout cas, c'était l'objectif du législateur, c'était de gagner du temps. Donc, au Conseil de prud'homme de Lyon, cette possibilité, elle n'est pas appliquée. C'est-à-dire qu'il y a une résistance des conseillers prud'homme, des deux côtés, qui refusent d'appliquer cette possibilité. Donc, si en bureau de conciliation, les deux avocats ou les deux parties sont d'accord, il y a un refus de renvoyer en formation des partages. Donc là, il y a une vraie volonté politique de ne pas appliquer certaines dispositions du Code du travail. C'en est une, il y en a d'autres, mais je ne vais pas rentrer dans les aspects qui sont techniques, pour maintenir la formation paritaire en priorité et la formation des partages vraiment en cas de partage de voix. Vous en pensez quoi d'une éventuelle professionnalisation des juges prud'homaux, enfin, d'en faire des magistrats professionnels? Non, mais je l'ai dit, ce serait une rupture très forte quand même avec tout ce qui est l'histoire et ce serait une mise en décalage quand même au regard des réalités du monde du travail, qui paraît quand même très regrettable. Il y aurait aussi derrière à rediscuter la question de la formation et des carrières aussi, qui sont celles des magistrats professionnels. Le droit du travail, c'est quand même une matière, on l'a dit, particulièrement complexe, qui évolue, qui est nourrie par des règles qui proviennent de sources diverses, qu'on articule d'une certaine manière ou d'une autre manière. Il y a aussi des spécificités fortes à cette discipline-là. Le droit du travail n'est pas non plus dans les enseignements universitaires et dans les carrières universitaires la matière règle. C'est une matière qui est pas forcément, je disais la matière règle, qui fait une grande carrière universitaire, on ne va pas sur le droit social. D'accord ? C'est pas la meilleure voie. Donc, il y a aussi cet enjeu-là même de professionnalisation liée à cette matière particulière, qui a une consistance particulière, parce qu'elle est nourrie de règles qui sont légales, mais aussi qui sont le résultat de processus de négociation collective, et qui a une évolution particulière et à laquelle ne sont pas forcément systématiquement formés tous les magistrats. Donc ça supposerait une autre réflexion. Une autre réflexion qui pourrait être menée sur l'évolution de la justice, alors on va dire sociale d'une manière générale, c'est une manière de se saisir de l'éclatement du contentieux social. Parce qu'on a les relations de travail, on voit du contentieux qui est tranché devant le Conseil de prud'homme, d'autres qui relèvent du tribunal judiciaire,
Alors, les tribunaux d'instance, on s'est regroupés, il y a la chambre de proximité au sein du tribunal judiciaire, il y a du contentieux qui relève des TAS, il y a parfois des choses qui vont relever du tribunal de commerce, dans le cadre de procédures judiciaires, et on n'a pas un ordre juridique social en France, par exemple. Alors que dans d'autres pays, on a un ordre juridique qui est composé de juridictions qui se chargent de l'ensemble du contentieux social. Là aussi, c'est des choses qui sont parfois en cours de discussion. Je ne dis pas que je suis a priori favorable ou défavorable, mais ça fait partie des débats aujourd'hui qui sont parfois lancés, qui peuvent être parfois discutés. L'éclatement du contentieux entre le pôle social du tribunal judiciaire et le conseil de prud'homme sur des terrains de réparation des conséquences d'accidents du travail et source peut-être parfois source aussi de difficultés. On peut avoir des situations dans lesquelles il faut agir des deux côtés. Et c'est pas forcément quelque chose de simple non plus, y compris pour les justiciables. Donc là aussi, c'est des choses qui sont, qui sont à penser, à réfléchir. Mais d'une manière générale, je dis, c'est pas un droit neutre, c'est pas un droit immuable qui tombe comme ça du ciel. Il y a la résultante aussi, de toute façon, de rapport de force. Il ne faut pas l'oublier, il est soumis quand même à des fortes contraintes économiques. Si on prend l'exemple de la procédure prud'homale de 2007, et notamment qui met en place le statut de défenseur syndical, elle est mise en place par Emmanuel Macron, qui à l'époque est ministre de l'économie. Il n'est pas ministre du Travail, il n'est pas ministre de la Justice. Donc on voit quand même les pressions et les enjeux autour du droit du travail. Regardez par rapport au début sur la pandémie. Par exemple, les mesures qui sont prises par ordonnance, certaines concernent le droit du travail. Alors qu'on était sur une problématique sanitaire tout de suite. Évidemment, le sanitaire ne s'occupe pas de travailler sur un impact forcément sur les conditions de travail, mais les décisions qui sont prises ne sont pas forcément prises tout de suite en protection des salariés, mais pour défendre les intérêts des employeurs et des grandes entreprises. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir qu'on fait du commun. Et je voudrais savoir si les prud'hommes aujourd'hui produisent du droit. Et est-ce que vous voyez une évolution sur cette question suite aux différentes réformes? Parce que je trouve que le droit, c'est souvent, ça renseigne sur le rapport de force. Et ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que le rapport de force, il n'est pas forcément du côté des salariés, quoi. Donc voilà, est-ce que les prud'hommes produisent du droit? Est-ce que vous pouvez vous appuyer? Est-ce que vous construisez de la jurisprudence? Voilà, merci. Oui, ce qu'on fait forcément, du coup, ça a des impacts. Puis au niveau de la jurisprudence, de toute façon, ça dépend si la décision fait l'objet d'un appel, d'un recours à la Cour de cassation, pardon. Mais effectivement, il y a des décisions qui sont prises, qui sont parfois aussi importantes, qui ont des enjeux collectifs forts, notamment dans le nettoyage, qui est pratiqué abusivement par certains employeurs, ce qu'on appelle un abattement forfaitaire, qui est de manière illégale, parfois sans même informer les salariés. Les choses se présentaient ainsi, regardez, c'est en fait une niche fiscale, on fait croire aux salariés, du coup son aide augmentée. Effectivement, son aide augmentée, mais du coup ça a un impact sur l'ensemble de sa rémunération, y compris sur le salaire différé, sur le salaire socialisé, ou celui-ci baissé. Ça a un impact non seulement pour le salarié qui est directement concerné, qui passe en compte le jour où si c'est une femme, elle est en arrêt maternité, dans le cadre d'un arrêt maladie, dans le cadre d'un accident du travail, la prise en charge ne va pas être exactement la même. Et les employeurs, eux, s'appuyaient sur une circulaire ministérielle qui disait que normalement cet abattement qui était limité seulement au métier du bâtiment pouvait s'appliquer aussi au secteur du nettoyage. Dans l'argumentaire, les employeurs ils ont aussi des notes internes de l'URSSAF qui disaient que c'était valide, etc. Néanmoins, il y avait des décisions, heureusement, jusqu'en Cour de cassation, qui ont annulé ce recours abusif à l'abattement forfaitaire. Et donc, c'est le recours au prud'homme par certains syndicats qui défendaient les travailleurs du nettoyage qui a permis de mettre la lumière sur cette pratique illégale qui a un impact non seulement sur le salarié qui est directement lésé, mais aussi sur l'ensemble du salariat, d'autant que les syndicats ont notamment aussi dans le cadre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. Une autre construction jurisprudentielle particulièrement importante par les conseils de prud'homme, validée par les cours d'appel, c'est le préjudice d'anxiété. Sur l'amiante, c'est vraiment l'exemple le plus concret. Bon, ça, c'est les préjudices d'anxiété, il n'est pas prévu par le Code du travail. Hein. C'est vraiment une construction
jurisprudentielles en lien avec des actions de salariés, les organisations syndicales, les CHSCT, etc., etc. Bon, ça, c'est l'exemple que le Conseil de prud'homme peut faire preuve d'imagination, d'inventivité et en faveur des salariés, et qui s'est élargi au fur et à mesure à d'autres éléments que l'amiante, hein, sur l'exposition à d'autres produits que l'amiante, mais c'est un parfait exemple de ce qu'il est possible, en tout cas, de ce que tu disais tout à l'heure sur les capacités de résistance, hein, du Conseil de prud'homme. On est vraiment sur ces aspects-là intéressants du Conseil de prud'homme. Un autre exemple aussi célèbre, qui date environ 2006, si vous vous souvenez, la loi dite de l'égalité des chances, qui prévoyait notamment le CPE, contrat de première embauche, qui instaurait en réalité un SMIC jeune, et le CPE, contrat nouvelle embauche. La mobilisation dans la rue des salariés et des étudiants a permis que le gouvernement de l'époque abandonne le CPE, mais le deuxième volet de la loi des égalités des chances continuait avec le CNE, contrat de nouvelle embauche. Et donc c'est bien les décisions qui ont été rendues d'abord par le Conseil de prud'homme en France, après confirmé en appel, conclu en cassation, qui fait que ce CNE, contrat de nouvelle embauche, il est mort assez rapidement. Et je pense quand même que c'est parce qu'il y a eu une pression dans la rue, parce que le rapport de force nous était favorable, que derrière les décisions de justice nous sont favorables. Parce que les faits, bien souvent, précèdent le droit, quand même. Et le recours au prud'homme, certes, il est essentiel, le recours aux différentes juridictions, évidemment, il est important, mais le rapport de force derrière, il est évidemment quoi. Peut-être juste en lien avec ce qui vient d'être dit, un conseil de prud'homme, il a vocation à trancher les litiges qui lui sont soumis. Sa vocation première, c'est pas de créer du droit. Simplement, en tranchant les litiges, il va recevoir un certain nombre d'argumentations qui peuvent aussi être fournies, d'où le rôle aussi est très important sur la des différents acteurs et sur la manière dont on décide de se saisir d'un litige, de le porter, de le défendre et de tout l'argumentaire qui y est associé. Il y a des choix qui peuvent être faits, c'est les forces créatrices du droit qui sont là, mais qui agissent. Et cette décision, si elle est accueillie, si elle est reçue, si cet argumentaire est reçu, eh bien, il rentre dans un processus juridictionnel, il va être soumis à réexamen auprès de la Cour d'appel, et si ça passe de nouveau, il pourra éventuellement être examiné par la Cour de cassation, et là, on va commencer à dire que, oui, il y a une interprétation authentique de la règle, il y a une vocation qui est davantage de créer du droit. C'est tout un processus qui se crée, qui se nourrit de différentes actions et mobilisation des uns des autres. Moi, j'avais une question par rapport à, justement à ces prud'hommes des années 1830, où, comme tu le rappelais, François, il y avait vraiment cette ambition de régler de façon immanente à la fabrique un certain nombre de différends du quotidien, et ça crée quelque part un commun, en tout cas un lieu de vie commun économique où se prenaient des décisions d'ordre politique. Comment on agence ensemble notre existence économique. Est-ce que vous voyez encore, là, dans les différentes sections des prud'hommes, des acteurs qui se connaissent, qui se reconnaissent, qui se retrouvent, ou est-ce qu'on est sur un éclatement complet de gens sans cesse différents? Est-ce qu'il y a un lieu de vie commun des prud'hommes actuellement? Alors, en interne au prud'homme, concernant les conseillers salariés, je ne pourrais pas vous dire, mais moi, en tant que défenseur syndical, je n'ai pas vocation à discuter ou à rencontrer ou à avoir des instants de c'est la question de convivialité ou d'échange avec le représentant du patronat, mais peut-être j'ai mal saisi la question aussi. Ouais, non, c'est pas tant est-ce que ça discute et c'est convivial, non, est-ce que plutôt ça se retrouve et ça s'auto-organise de façon immanente, indépendamment de l'intervention de l'État, en fait, de l'intervention verticale. C'est-à-dire, justement, en maintenant le fait que les juges prud'homaux ne sont pas des magistrats professionnels, est-ce qu'il y a encore cette autorégulation de certains domaines de la vie économique en un sens de localité, en fait? C'est un peu ça. À la limite, c'est plus au niveau des conseillers prud'hommes que défenseur syndical ou même un avocat, je pense. Après, forcément, il y a peut-être des réseaux, je sais pas, peut-être au niveau des avocats patronaux, etc. Mais vous voyez, vraiment, il y a un prétoire. D'un côté, il y a le demandeur, souvent le salarié, le défendeur, qui est souvent le conseil, le patron et du coup son conseil, le salarié qui assiste soit par un avocat, soit par un
défenseur syndical, et en face, vous avez la formation prud'homale. Donc le président, les deux autres conseillers, le fonctionnaire greffier derrière, peut-être qu'entre eux, effectivement, ils peuvent avoir des discussions, des évolutions, des formes. Mais franchement, je ne peux pas au niveau des défenseurs syndicaux, on n'est pas vraiment en lien, quoi. D'ailleurs, comme dans toute juridiction, j'ai envie de dire, voilà. Il est 16h, donc je crois qu'on va devoir bientôt rendre la salle. Il y avait une question alors, on va les prendre très vite, puis on va essayer de se souvenir qu'il ne faut pas trop déborder. Juste une question très courte. Quand un salarié engage des frais de justice, est-ce que les prud'hommes remboursent ces frais de justice à hauteur attendue ou pas? Est-ce que c'est aussi un frein? Pourquoi les conseillers salariés ne rembourseraient pas à hauteur des articles le remboursement des frais de justice engagés par le salarié? Alors, quand l'employeur est condamné, il est condamné à rembourser les honoraires de l'avocat qui ont été engagés par le salarié. Alors, malheureusement, c'est pas forcément, son remboursement il n'est pas forcément à hauteur de l'engagement réel qui a été fait par le salarié, puisque on obtient en général devant le Conseil de prud'homme de Lyon entre 1000 et 1200 euros de remboursement des frais d'avocat, sachant qu'une procédure prud'homale, elle peut coûter entre 1000 et 3000 euros en fonction des avocats, de la complexité du dossier, si le salarié est employé ou cadre. Donc le remboursement des frais d'avocat, il n'est pas à la hauteur des frais engagés. Sachant que quand les conseillers prud'hommes ordonnent le remboursement des frais d'avocat, ils oublient que dans les frais d'avocat, il y a la TVA. Et donc, quand le salarié, par exemple, bénéficie de 1200 euros de remboursement de frais d'avocat, en réalité, pour l'avocat, c'est 1000 euros, si vous voulez, qui va être remboursé. Donc, il n'y a pas d'équivalent. Alors, c'est vrai que on a aussi une pratique, en tout cas c'est la mienne, c'est pas mettre les conventions d'honoraires qui sont signées entre le client et l'avocat devant le conseil de prud'homme, que cette convention ne soit pas donnée au conseiller prud'homme. C'est peut-être une pratique qu'on devrait avoir pour que les conseillers aient vraiment connaissance aussi du coût de la procédure et pour qu'il y ait ce remboursement. Alors pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est beaucoup à ne pas le faire. Je ne connais pas trop frères qui communiquent leur convention d'honoraires. Parce qu'on est encore sur, j'ai l'impression, quelque chose qui reste un peu confidentiel, où ces honoraires, c'est quelque chose entre le client et l'avocat qui ne doit pas forcément être soumis aux yeux et aux oreilles de la juridiction. Donc c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Il y a l'honoraire de résultat aussi quand même. Oui, il y a l'honoraire de résultat, mais le remboursement des honoraires de base, il est déjà pas, l'article 700 qui est donné, il est déjà pas à la hauteur de l'honoraire de base, donc c'est sûr qu'il ne prendra pas en charge l'honoraire de résultat sur les sommes qui sont gagnées par le salarié. Le défenseur syndical, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais il y a des frais de procédure, évidemment, de toute façon, pour le salarié, au-delà du préjudice qu'il subit. Des fois, il pose un congé pour aller voir un avocat ou un défenseur syndical. Parfois, certains vont demander de faire des photocopies. Auparavant, souvent, il a payé des recommandés pour dénoncer l'attitude de l'employeur, etc. Évidemment, On fait signe qu'il faut vraiment qu'on s'interrompe. On a juste engagé de terminer à 16h pour libérer la salle pour le spectacle. Merci infiniment. Tu as problématisé une chose qui est très importante pour nous dans la pièce, qui est qu'effectivement ce conseil des prud'hommes, aussi essentiel soit-il, n'est pas une fin en soi, et on raconte précisément comment il finit par se faire déborder par les faits, précisément. Et je crois que c'est aussi ce que nous on essaie de problématiser dans la pièce. Merci infiniment pour ce débat passionnant. Merci Sabine pour l'avoir organisé, et merci peut-être Célestin pour nous avoir accueillis. Merci à vous.